Un espace vierge de toute trace va progressivement être envahi par des courbes, des fantômes de pas, de pattes, de glissades. Quelques branches qui se seront détachées pendant la nuit seront déjà partiellement recouvertes de givre. Tout objet, naturel ou non, prendra la place d'un trésor gelé, y compris un vieux gant ou l'embout en caoutchouc d'un bâton, la surface immaculée s'employant à tout recouvrir, semble-t-il, pour l'éternité. On se croirait au bout du monde, ou au commencement, au centre des plaques géologiques qui ont fabriqué ces montagnes. La vie est là, mais furtive, au ralenti, discrète. La vie est là, sauvage, cachée, dérobée. Si on prend le temps et qu'on devient un morceau du paysage, figé, patient, immuable, respirant à peine, alors on peut apercevoir un renard qui s'enfuit ou une perdrix des neiges. Les sons arrivent feutrés ou stridents et comme entourés d'une gaine de silence, comme si toute la matière se rassemblait ici et devenait tour à tour eau, branches, oiseaux ou cris. Puis vient l'incertitude. La qualité du silence se modifie, s'épaissit. On ne sait plus s'il résulte de la neige qui a recommencé à tomber ou bien s'il s'agit soudain d'une absence plus inquiète, d'une mesure de précaution. Au loin, une tache grandit. Indistincte tout d'abord, elle se détache vite de l'ensemble. C'est un skieur qui se meut avec élégance. Il sillonne la pente de droite à gauche dans un mouvement de sirène dépourvu d'aucune gêne. Il jouit d'être seul à cet instant dans le couloir blanc. Il va bientôt apparaître plus précisément dans un dernier virage. On distingue ses lunettes glaciées, son anorak en plume d'oie, son fuseau ajusté, ses énormes chaussures à boucles initialement d'un jaune criard, pour l'instant pratiquement entièrement recouverte d'un fin voile de poudreuse. Et furtivement, il glisse dans un nuage pour redevenir petit à petit un point pris de spasme jusque dans le bas de la pente. Ça y est, il est passé et la page s'est refermée derrière lui. Soit un skieur bloqué à mi-pente dans la position du slalomeur. Vous calculerez le temps qu'il mettra à cesser d'être une icône des vacances d'hiver. À l'image de ce père de famille dans un film suédois qui reste figé alors qu'une avalanche se précipite sur le chalet d'altitude où lui et sa famille font une pause en terrasse, tout en déclarant « pas de panique ». Ils savent ce qu'ils font. Soit un skieur sur un banc de bois qui sirote son vin chaud. Trop de sucre et de cannelle, comme toujours, ça cache le goût du vin de table bon marché. Il vient de retirer ses gants toujours mouillés. Il n'y a rien à faire. Le doux murmure des voix alentour contribue à l'amollir. Tout pèse. Ses chaussures, ses vêtements humides, le soleil haut qui ne suffit pas vraiment à lui réchauffer les os. Il est heureux. Il doit l'être. Car il correspond en tout point à la photo du prospectus de la station. Il se repose en famille, il prend l'air, même si l'air à ce moment précis est chargé de graisses animales. Frites et saucisses aux herbes, c'est le plat du jour inscrit sur l'ardoise pour faire authentique. Même si on a utilisé un feutre blanc pour écrire sur le tableau noir, le blanc de la craie n'aurait pas tenu à cause de la neige. Soit un skieur comblé, bientôt rassasié, accompagné, choyé. Il a pris une location tout compris, remonte-pente et ski. On se photographie forcément pour prouver qu'on s'est amusé, qu'on s'est payé des vacances à la montagne. On a inscrit les enfants aux activités, ils passeront leur flocon, leur deuxième étoile. Ils brilleront car ils ont le sens de la compétition, forcément. Sur le talus, devant les terrasses, les skis sont plantés les uns à côté des autres. Certains se sont affaissés, certains se croisent, se mélangent. Les bâtons pendouillent des spatules sur lesquelles ils ont été arrimés. Le skieur frissonne en les regardant. On dirait un petit cimetière high-tech
quoique oublié. Nul besoin cependant d'être queunosphérophile, autrement dit collectionneur de boules à neige, pour comprendre que ce monde des sports d'hiver est un monde replié sur lui-même, comme beaucoup de loisirs organisés, clubs médisés, à la nature aménagée, artificialisée comme on dit aujourd'hui. Comme si le mot nature ne suffisait pas pour signifier que jusque-là on n'en faisait pas partie. Ne pas en faire partie, mais habiter dedans, c'est-à-dire rendre la nature habitable, l'apprivoiser, la domestiquer, bref, la dominer. On spécule sur la boule à neige zéro, sur l'inventeur d'un tel objet et sur les circonstances de l'invention. Tous les collectionneurs et spécialistes s'accordent tout de même sur la boule à neige de l'exposition universelle de Paris de 1878. Une boule en verre contenant un homme s'abritant sous un parapluie, création de Pierre Boire, directeur de la Verrerie des Lilas et inventeur des globes panoramiques. Au départ, la boule à neige était un presse-papier, mais très vite, au fond, dès l'exposition universelle suivante, la boule à neige produite abritait cette fois une tour Eiffel et devint un souvenir. Aujourd'hui, c'est la quasi-totalité de la production qui a cette fonction d'abriter les souvenirs, de les enfermer. La boule à neige, c'est une cloche du temps. Et la neige qui tournoie dedans, c'est bien la main de l'homme qui vient la réveiller. Depuis quelque temps, on est passé au stade supérieur. Ça et là, en Europe et ailleurs, fleurissent des skis dômes. Ainsi, à Tignes, dans les Alpes françaises, on imagine en construire un à côté des pistes pour pratiquer le ski d'intérieur, puisque désormais on ne peut plus dévaler la poudreuse tous les jours de l'année. Il s'agit de rentrer dans une boule à neige grandeur nature, en somme. Enfin presque, puisque cette piste de ski en intérieur a plutôt été imaginée en ligne, large de 50 mètres pour quelques kilomètres de long. Bientôt, les sapins en plastique fleuriront grandeur nature au bord de cette piste factice. On pourra même y planter des palmiers. La descente au flambeau, si belle à regarder, sera désormais remisée au grenier de la mémoire, puisqu'ainsi ostracisé en pleine montagne, le sport de glisse se pratiquera, pourquoi pas, à minuit. On n'est plus à cela près, question gabegie énergétique. À la Muche, petite station familiale coincée entre deux utopies industrielles des sports d'hiver, on n'en est pas encore là. Le réchauffement climatique se fait de plus en plus sentir, qui remise les skis plus souvent au printemps pour des excursions pédestres, des méditations naturalistes et fabrication de fromage à la ferme. Certains des hébergements accueillent maintenant des activités artistiques, laissant les derniers soubresauts festifs des boîtes de nuit aux sphères artificielles. Comme dans un brouillard givrant, on passe son temps à dire qu'on n'y voit rien, qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, qu'on nage dans un océan d'incertitude, l'océan, lui, sachant très bien où il va, vers une déperdition des espèces vivantes, la mort du corail et la montée des eaux. Qu'on ne sait plus très bien quoi penser, ça c'est vrai, quoi faire, c'est vrai aussi, bien qu'on s'agite en tous sens à l'image d'une fourmilière attaquée par un lézard. Et que la meilleure défense, c'est l'attaque ou bien l'immobilisme. Ça non plus, on ne sait plus. Alors, comme le sculpteur sur bois Steiner, champion de saut à ski dans les années 70 et filmé par Werner Herzog, nous sommes suspendus dans le vide, avançant très lentement, profitant de chaque instant. Alors moi aussi, poète depuis 30 ans, en plus d'autres talents dont celui de la débrouille, j'avais décidé de faire l'autruche assurément en profitant de l'opportunité qui m'était offerte de venir travailler ici, à la montagne, dans cet hôtel devenu moins rentable depuis quelque temps, c'est-à-dire susceptible d'accueillir la culture pourvu des subventions ad hoc. Je ne m'étais pas fait prier. L'occasion était trop belle de faire une pause, histoire de mettre de l'ordre dans mes pensées confuses, pleines de filtres capables de me cacher la vérité, tout en permettant à mon inconscient de bien la sentir passer la vérité, jusqu'à ce que morsure s'ensuive. L'appel à résidence avait mis en avant la possibilité d'aller skier sur les pistes familiales alentour.
Pas de médailles à glaner, des pistes bleues pour la plupart, ornées de bottes de terre à cette période de l'année, une occasion de balade au milieu des mélèzes. Le ski ne me manquait pas, une opération des yeux m'interdisant dorénavant de pratiquer des sports à risque. J'étais définitivement bannie des salles de sport de combat, de boxe française et de Krav Maga, de lutte gréco-romaine et de plongée sous-marine. Mais je n'en avais rien dit, histoire d'aller y voir quand même et d'aller respirer l'odeur des cimes. Donc, entre deux excursions, afin d'éliminer les calories des crozets, des tomes de vache, des saucisses grillées, des potées, des frites, des bolets, comme si goûter de tout m'aiderait un jour prochain à ne rien regretter, je m'attelais à ce pourquoi j'avais postulé l'écriture d'un récit autour de la société des loisirs, berceau de toutes nos désillusions. Ce récit, je l'avais finalement rebaptisé « L'exercice du skieur », me rappelant les heures innombrables passées à trimer sur les pentes vectorielles des exercices de physique du lycée. Voyant là une occasion d'étudier les représentations d'une génération, j'avais accumulé une petite documentation, mais l'approche de la page blanche demeurait délicate et, comme le chasseur d'images, je tournais autour de l'animal à shooter, sans pour autant presser le bouton. L'exercice du skieur, la Muche, 20 mars 2022. Peut-être cela a-t-il commencé en Essonne, un matin d'automne, pluvieux, sur ce parcours de golf, déserté et trempé, au milieu d'une pelouse trop verte pour être honnête. J'avais encore dû faire un lancer désastreux et envoyer ma balle dans le fossé. Sans présager de nos pensées enfantines, je me souviens que je sentais confusément l'absurdité de nous faire pratiquer ce sport en CM2. Sans doute le conseil départemental avait-il dû avoir des prix de gros pour former les jeunes banlieusards à ces pratiques sportives qui nous changeaient des matinées au plongeoir. Si j'avais dû choisir entre prendre la pluie sur une pelouse déserte ou m'avancer à moitié nue sur la surface carrelée de la piscine municipale, j'aurais quand même choisi la pluie. Au moins, tandis que le reste de la classe s'abîmait dans des rêves de performance et potait sans discernement d'un trou à l'autre, je pouvais me fondre dans le décor et m'absenter mentalement, faire le mort. Car oui, j'avais déjà en projet ma disparition. L'été, je gardais dans une boîte d'allumettes des papillons figés qui s'envolaient une fois leur prédateur trompé et la boîte ouverte. Sans doute devais-je me dire que moi aussi je m'envolerais à force de duper l'ennemi. Malheureusement, l'ennemi finissait par se matérialiser devant moi, sous la figure de l'instituteur ou du moniteur de golf, ne tardant jamais trop, hélas, à me rejoindre pour me faire coller au troupeau. Et j'abandonnais mes songes dans une flaque d'eau jusqu'à la prochaine fois. De cette année-là, je n'ai que peu de souvenirs, à part les exercices de calcul mental ardoise levée ou le système à base 10, tous ces cauchemars mathématiques à peine compensés par les heures de dessin ou de rédaction libre, mes préférés. J'avais 9 ans, ayant sauté une classe, sans que pour autant les choses me soient données ou faciles. J'avais 9 ans et rien d'une enfant gracile, empotée serait le terme approprié, évidemment, et timide. Essayant de retrouver les moments de cette époque sans que la certitude des dates suive, je me résous à progresser à tâtons dans les dédales d'un singulier pluriel, si l'on en croit les innombrables photos de classe, si semblables les unes aux autres, circulant sur Internet, qui vous font croire un instant que telle image de groupe avec ses pulls débordants de soleil et ses sourires par devant vous a accueilli un jour. Aujourd'hui, nombreux sont les récits générationnels des années 70-80, volonté de se présenter vraiment aux générations futures, un brin de nostalgie sans doute, mais surtout une imposture des représentations. Génération Casimir, sport d'hiver ou patinoire. Génération Goldorak, génération crise du pétrole, Giscard, Blue Jeans et paillettes. Génération Boom, Roller, Saturday Night, Jean-Patrick Manchette. Génération Scooby-Doo, corde à sauter, jeu d'élastique, génération cassette. Génération Dorothée, Mariti et Gilbert Carpentier, génération Popek. Génération Guerre des étoiles, Princesse Leia. Cinéma son surround. Soit un skieur qui vient de s'élancer sur la piste, plié sur ses skis. Il prend de la vitesse. Va-t-il savoir aussi prendre les virages ? Ne demeurent sur l'écran de ces années-là que des dessins de chalets en perspective cavalière. J'en faisais des dizaines, sur des feuilles quadrillées ou non, les miettes d'un séjour en classe de neige, un concentré d'humiliation variée. Je n'avais, là encore, pas réussi mon intégration.
la montagne, en classe de neige, on avait classe le matin qui se déroulait dans un silence inhabituel. C'est-à-dire que la maîtresse nous faisait travailler avec en fond musical des chansons de Julien Clerc. Les chansons lui tiraient des larmes. Nous, les problèmes à résoudre nous chagrinaient davantage. Problème 1. Delphine achète 3 bracelets identiques. Elle paie 15 francs. Julie en achète 6. Combien va-t-elle payer? Nicole en achète 9. Combien va-t-elle payer? Valérie en achète un seul. Combien va-t-elle payer? Quelquefois, si seule. Parfois, elles le veulent. Oui, mais si seule. Oui, mais si seule. Stéphanie hésite. Elle ne sait pas encore exactement combien elle va en acheter. Problème 2. Madame Ronet, qui a 52 ans, a 11 ans de moins que son mari. Ce n'est rien. Tu le sais bien, le temps passe. Ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux. Et soudain, ça revient. Pour un bateau qui s'en va et revient, il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coulent. Et c'est très bien. Quel âge a Monsieur Ronet? Mes difficultés avec les mathématiques dépassaient hélas les perturbations bêlantes et romantiques des chansons de Julien. Ces dernières, il est vrai, poussaient au paroxysme ma faculté à, déjà, tout surinterpréter. Par exemple, à partir du problème suivant. Madame Soisic achète 2 voitures identiques pour ses jumeaux. Elle paie 12 francs. Combien aurait-elle payé si elle en avait acheté 5? Ma réponse aurait pu être: d'une part, si Madame Soisic paie si peu cher, c'est que ce sont des voitures majorettes. Mon frère en a même une rouge décapotable dont on peut ouvrir les portières. D'autre part, si elle en achète 5, qui est un chiffre impair non divisible par 2, les jumeaux vont se disputer. Ce qui montre une appétence pour les calculs, mais pas pour ceux qu'on était en droit d'attendre. On remarquera aussi dans tous ces énoncés la place que prend la société de consommation. Soit un skieur sur une pente inclinée dont la force motrice est augmentée par son poids et par l'inclinaison de la pente. Calculer le facteur vitesse du sportif dont la motivation à ne pas se casser la gueule est forte. Sur la photo individuelle de classe de neige, je suis équipée d'une combinaison rouge. Une de mes jambes est repliée sur le haut de la pente. Je souris, mais derrière le masque, je pleure, je viens encore de tomber. Autre masque, autre leurre, le loup découpé et colorié que chacun s'est confectionné pour la fête de fin de séjour. Nous sommes assis sur des bancs autour des tables en bois du réfectoire. J'ai tourné la tête comme les autres sur la photo. Je suis un automate. Moi, j'ai construit une marionnette avec de la ficelle et du papier. Demeure une impression de froid, mais pas seulement du fait des montagnes, un froid de solitude et de corps isolés. Soit un skieur sur une pente propulsée dont la force mentale n'est pas calibrée pour ce sport, ni son centre de gravité, calculer le facteur détresse. Ajoutez à cela le chocolat à l'eau du matin distribué au bro, les quenelles du vendredi, et vous aurez brossé le tableau d'ensemble d'une faillite pédagogique en matière de sport découverte. J'écarte la boule de verre pour mieux la regarder. Le skieur emprisonné dedans est en plastique. Il dévale la pente pour l'éternité, accompagné à l'occasion d'un mouvement de poignet par une pluie de neige artificielle. Un sapin a été rajouté pour faire vrai, un conifère comme on en trouve au sommet des bûches glacées, bientôt les seuls vestiges de cet univers fabriqué des sports d'hiver. Parfois, dans d'autres sphères, le skieur est devant un chalet ou à côté d'une barrière en bois. Et pourtant, toujours seul, il dévale des pentes imaginaires qui soudainement poudroient. La loi de Newton dit que la somme des forces appliquées à un corps est égale à la masse de ce corps multipliée par son accélération. Et la dérivée de la position d'un objet par rapport au temps donne la vitesse de l'objet. Grâce à une équation différentielle à partir de la loi de Newton, on pourra déduire, en connaissant le poids du parachutiste, la vitesse maximale de la chute. Ce que Newton ne dit pas, c'est la durée de la chute des corps concernant chacun de nous, ni la part des coïncidences, même en considérant l'histoire de la gravité qui court d'Aristote à Einstein. Aussi, nous pouvons assez promptement conclure que les axiomes suivants seront désormais inversés. L'heure des braves et la chute des graves risquent à toute heure de devenir l'heure des graves et la chute des braves, sans pour autant que la loi de la physique n'en soit réellement bouleversée.
Au début du film de Werner Herzog, La grande extase du sculpteur sur bois Steiner, on voit ce champion de saut à ski lors d'une compétition en 1972, éternellement sauté, puisque l'effet cinématographique d'un certain ralenti, ajouté à une musique lancinante, maintient le skieur en l'air comme s'il avait vaincu les lois de la pesanteur. Et même si la chute très rude, dangereuse, qui aurait pu être mortelle, est également filmée, le cinéaste rejoue le vol une seconde fois, cherchant sans doute en lui-même cette extase ou la captation de celle-ci, faisant revivre au spectateur l'instant magique avant la fatalité de la chute. Cet instant T semble vouloir retrouver d'une façon sérieuse, pourtant s'affranchissant de la gravité, l'envoûtement de la boule neigeuse que l'on secoue, renouvelé à chaque fois que l'on remue le globe. Fortuitement, à la 25e minute du film, après un saut somptueux, Steiner chute une nouvelle fois et l'on voit sa silhouette sombre et fragile dans l'image, couchée dans la neige, tandis que sur la droite, une ombre circulaire obture le plan et ferait croire qu'il est tapis au fond d'une scène minuscule. Le sauteur à ski Steiner n'a de cesse de chercher cette perfection du geste qui permet d'atteindre l'extase du vol, mais sans la peur qui accompagne la performance. Performance pourtant inlassablement réclamée par le public, les médias, les milieux du sport. Pour exprimer sa quête, le sculpteur sur bois Steiner, qui semble retrouver les courbes des filets d'air ou de la piste de ski dans ses propres créations, relate une anecdote somme toute assez obscure. Il raconte à Herzog que lorsqu'il était petit, il avait recueilli un oiseau blessé. Celui-ci, une fois guéri, avait été rejeté par les siens, car, ayant été vraisemblablement trop nourri, cela l'aurait empêché de voler correctement. Il avait dit et désiré voler. L'ascension précède toujours la chute. On peut s'abîmer dans cette durée ascensionnelle en fractionnant les images jusqu'à ce qu'elles fassent montre d'un mouvement comme épaissi par le temps. Un moment de haut vol que l'on revivrait sans cesse, désirant nous afficher dans notre splendeur accomplie, telle qu'en nos rêves. Mais à bien y regarder, nous sommes seuls. Mais à bien y regarder, c'est un saut sans destination autre que la chute. C'est un vol qui cherche davantage une destinée qu'une destination. Comprendre que maintenant, il n'y aura plus ni l'un ni l'autre. Comprendre que la chute est consommée et que l'élévation passera désormais par autre chose que la grandeur ou la puissance. Comprendre que l'ascension est maintenant une affaire mentale et que le geste, si geste il y a, s'accordera sans doute à une échelle plus réduite. Imaginons alors pour rire les nouveaux exercices de style d'une époque en perdition. Possibilité de lire ce passage avec ce ton nasillard et haché des déclarations radiophoniques des années 50. Nouveaux exercices de style d'une époque en perdition. Vous écrirez le passage suivant au moyen d'instruments différents. Ces arbres sont magnifiques, mais plus magnifiques encore, l'espace sublime et pathétique entre eux, comme si, avec leur croissance, il augmentait aussi. Obique. Ces arbres sont gigantesques. C'est bien simple, on peut aisément apercevoir la piste depuis leurs branches basses. C'est top. Obique bleu. Ces arbres sont gigantesques. C'est bien simple, on voit la piste depuis leurs branches basses. À la plume d'oie. Volatile, accablé par le poids de mon poids, je suis d'emblée saisi de vertige quand la frondaison de ceux-là m'ombrage de leurs tiges, au travers desquelles cependant l'occasion m'est donnée d'entrevoir le néant. Au clou rouillé. Arbre dressé, cisaillement de l'image, perspective renouvelée, voir de loin l'orage qui menace. Au bâton. Au clavier. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Bientôt. 0, 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 0.
Chanter. Lyrique. Majestuoso. Devinez. L'exercice du skieur, la mûche, le 17 mai. C'est cette obsession de la nuit, comme l'envers d'une page blanche, qui m'avait obnubilée au début. Est-ce la neige qui m'avait fait changer d'avis ? Toujours est-il que je continuais à scruter dans les montagnes tout ce qu'elle s'obstinait à cacher et qu'elle ne tarderait pas à révéler, strates de l'histoire et grimpeurs avalés. Bientôt, avec fracas, les couches du temps nous sauteraient aux yeux d'un seul tenant, faisant du présent une simple conséquence. On commencerait ici et là, à la faveur d'un éboulement, à retrouver des sherpas disparus, des grottes oubliées, des ossements antédiluviens, oiseaux reptiliens, ateliers de poterie, skis de 1000 ans enfermés dans la glace, squelettes de bouquetins, de marmottes ou de loups, dessins géométriques à même la roche, stalactites qui tombent et mythes qui montent, sédiments à tous les étages, coquillages de pierre, animaux enfermés, abeilles d'ambre, empreintes de fleurs délicates pour l'éternité, etc. À l'échelle de chacun, toute une vie comme ça, à imaginer la nuit qui vient chaque jour, c'est épuisant. En attendant de prendre d'un coup toute la mémoire du monde sur la tête, on pourrait faire comme jadis et envisager un programme de leçons à retenir dans son sommeil. Enregistrées sur cassette à bande, s'auto-détruiront toutes seules dans quelques années, le chant des oiseaux de nos campagnes, le vrombissement des bourdons, des abeilles. On serait ainsi à nouveau nus, juste au bord, avant les mots. On n'aurait pas encore trouvé comment désigner les choses. Ni cet animal, ni celui-là. Est-ce un coléoptère ? Merci. La première fois que j'ai pris conscience qu'il existait un pays du nom de Finlande, c'était dans les années 1980. J'avais 9 ou 10 ans, je lisais assidûment le journal auquel étaient abonnés mes parents, le 24 heures. Surtout les pages sportives. Je m'étais d'abord intéressé au football, et puis lors des championnats de ski de 1987, saison durant laquelle les Suisses brillaient particulièrement, je me suis aussi tourné vers les disciplines de neige. Et un type revenait souvent dans les pages. Il s'appelait Matti Nikkanen, un champion de saut à ski. Il était dit qu'il avait un visage d'ange. Ce nom, Nikkanen, sonnait de manière exotique. Et quelques autres compatriotes avaient aussi des noms qui finissaient en nen. Puikkonen, Kokkonen. Ces noms propres ont été mon premier contact avec la langue finnoise. Ce n'était ni scandinave ni russe, c'était autre chose. Je voyais ce drapeau avec une croix bleue sur fond blanc, assez similaire au drapeau scandinave que je connaissais bien, mais il avait une autre saveur. Les couleurs étaient pâles, comme si le pays était moins franc, ou plus délavé, ou plus timide. La Scandinavie m'était familière depuis tout petit, du fait des origines dano-norvégiennes de ma mère. Mais Nikkanen semblait un ovni, par son nom déjà, qui ne sonnait pas du tout scandinave comme les Son et les Sen.
À l'époque et pour longtemps, je le prononçais et le lisais à la française Nikkenon. Bien des années plus tard, j'ai été à la fois surpris et décontenancé en apprenant le finnois de découvrir sa véritable prononciation Nukanen. C'était comme si, toutes ces années, je m'étais trompé sur son compte ou qu'il ne s'agissait pas vraiment de la même personne. C'est d'ailleurs à cette époque plus tardive que je découvrirai les autres facettes du personnage. J'avais, avec mes frères, un album Panini avec les autocollants des skieurs des différentes disciplines. Matti Nikkenon y figurait avec les autres stars du saut à ski de l'époque, notamment Jens Weissflog. Mon frère cadet s'était attaché à l'Est allemand, moi au finlandais. Il y avait 2 photos autocollantes de lui, l'une en plein vol, qu'il était aisé de comparer à ses rivaux dans la même posture, par l'allure et la tenue. Et l'autre à l'atterrissage, avec Nikkenon faisant les skis en chasse-neige. Cette deuxième photo me plaisait moins. De la petite expérience de ski que j'avais alors, j'avais vite compris que les skis parallèles étaient la norme, tandis que la position chasse-neige était réservée aux skieurs débutants. J'étais très mauvais skieur et essayais de m'extraire de la facilité honteuse des skis en chasse-neige, de mettre mes skis parallèles. Je n'aimais donc pas cette photo, sans saisir que le freinage après le saut à ski nécessitait parfois une telle posture, sans parler de l'existence du télémarque, cette technique de l'élégance du ski nordique. Je trouvais l'allure peu glorieuse et particulièrement incompatible avec mon nouveau héros, Matti Nikkenon. De fait, Nikkenon fut l'ambassadeur et la porte d'entrée vers un pays qui plus tard allait beaucoup compter pour moi, la Finlande. Pour l'heure, en fin de guerre froide, c'était encore un pays méconnu et lointain, mélange vague de Scandinavie et d'Europe de l'Est, oblitéré. Ce qui me fascinait, c'était que Matti Nikkenon fut un jeune prodige, capable de merveilleuses victoires, mais aussi qu'il connaissait des difficultés personnelles. À l'époque, j'avais aussi un autre héros, un footballeur helvétique du nom de Andy Alter, jeune prodige lui aussi, qui allait connaître une fin de carrière abrupte suite à une blessure interminable, à peu près à la même époque que Nikkenon, entre 1989 et 1992. Tous deux d'ailleurs étaient blonds, comme des Wunderkind. Là s'arrête la comparaison, mais non ma fascination pour la virtuosité flamboyante et le tragique qui la guettait. Ces personnages étaient contrariés malgré ou peut-être même à cause de leur don. A gift is auch ein gift. Je pense aussi que j'admirais sur les photos de Nikkenon cette impression qu'il faisait plus que sauter ou planer, qu'il volait. J'étais à l'époque également passionné d'aviation. La petite ville où je vivais accueillait sur son aérodrome des meetings aériens impressionnants et les sauteurs à ski de fait volaient dans les airs. Au meeting aérien de B, j'avais vu aussi un blériot s'abattre dans un verger de pommiers et un parachutiste s'écraser au sol, son parachute restait désespérément fermé. Le vol impliquait la chute. Je m'étais constitué un cahier d'écolier dans lequel je collais les articles de journaux que j'avais découpés. Il était d'abord consacré au football, mais s'était élargi à d'autres sports et en particulier aux articles sur le saut à ski et sur Matti Nikkenon. Je lisais certes les articles, mais c'est surtout les légendes des photos qui me marquaient. Je me souviens d'une image où l'on voyait Matti Nikkenon pensif, se grattant le menton avec sa blondeur angélique. Elle était légendée Matti Nikkenon, un joyeux luron et le favori incontesté des épreuves de saut. Un autre article titrait Matti Nikkenon, ce fou génial. Ses soucis devenaient en quelque sorte les miens, j'étais soucieux avec lui. Il avait le visage poupon, il était très jeune, mais ça, je ne m'en rendais pas encore compte. Aux Jeux Olympiques de Calgary en 1988, Nikkenon rafle tout. Je me souviens de son triomphe à la télévision et dans les journaux, sa photo, ses globes, ses coupes et ses médailles. L'année suivante, je cessais peu à peu de découper des articles sur le sport dans les journaux. L'intérêt naissant pour la politique prenait le dessus
1989, la France célébrait le bicentenaire de sa révolution et je me passionnais pour la période. La Suisse se découvrait avoir fiché un tiers de sa population, votait pour devenir un État sans armée. Et surtout, l'ouverture de l'Europe de l'Est et la chute du mur de Berlin réorientaient mes intérêts vers cette actualité brûlante. Calgary 1988. Pour ses premiers Jeux olympiques d'hiver, le Canada met en avant son progressisme, assurant une large place aux femmes, aux minorités, inuits, et aux physically challenged, c'est-à-dire aux personnes handicapées, du moins dans les cérémonies officielles. Ailleurs, la culture reste plutôt rock mainstream et chapeau de cow-boy. Il y a de la neige en ville, mais pas des masses. Par contre, il fait bien froid. Il faut affronter des conditions météo particulières, les températures qui peuvent osciller de -20 à +20 degrés, le vent Chinook. Ces tremplins de Calgary nourrissent beaucoup de discussions, car à la vitesse où descendent les sauteurs avec beaucoup de vent, il est difficile de garder les skis en position. On attend des médailles de Matti, c'est un peu Nikkinen d'un côté et ses adversaires de l'autre. Même ces frasques sont laissées de côté. La BBC dit « Les gentils garçons restent à la maison et ne vont pas dans les tours de saut ». Au village olympique, il y a une grande salle de jeu où Matti se détend et tue le temps en jouant au flipper. Il y a aussi des concerts, genre de Bryan Adams. Mais Matti n'est pas intéressé. Il ne veut pas se laisser distraire. L'entraînement l'attend. Nikkinen l'a appris d'un psy. Il faut faire le vide dans sa tête. Et puis, il faut supporter la pression. 50 000 spectateurs au bas du tremplin.
Les skieurs sont assis en haut de la tour dans une petite pièce devant la télé. Eddie Edwards fait le con à un faux saut d'entraînement. De cette pièce, on entend les cris de la foule, la tension monte. Nicolas s'élance, utilise la technique Nick Cannon, ski tourné à droite lors du vol, il réussit un bon saut, 83,50 m. L'Autrichien Heinz Kutin réalise un saut de grande classe malgré le vent. Il tient ses skis parfaitement droits, atteint 86 mètres. Eddie Edwards se lance, trapu, bouge les mains bizarrement en vol, réussit le plus mauvais saut sous les applaudissements. Les concurrents s'enchaînent. Le Tchécoslovaque Jiří Malec mène devant le Yougoslave Rajko Lotric et Kutin. Puikkonen donne tout son talent, mais ses skis glissent latéralement dans la trace. Il fait quand même un bon saut. C'est très serré entre le premier et le cinquième. Quand un skieur s'installe sur la barre, les suivants sont déjà prêts à côté. Felder vient de sauter, c'est au tour de Nikkinen. Nikkinen vérifie ses fixations, se lève, tient la banquette, se balance d'avant en arrière, puis s'élance. Une envie de vaincre dans le regard, de l'appétit. En l'air, il doit un peu rééquilibrer avec le bras gauche, mais ça va. Il fait un atterrissage en télémarque élégant, ce que tous n'ont de loin pas fait. À l'arrivée, il lève les bras à mi-hauteur, comme pour reprendre l'équilibre, puis les lève plus haut pour célébrer le meilleur saut, 89,50 m, dans un enchaînement de gestes fluides. But là où le Canadien s'apprête. La foule hurle son chouchou, mais il ne fait pas un super saut. Il peut malgré tout parader. Il y a une petite bosse tout à la fin, après l'atterrissage, pour faire un saut juste pour frimer avant de freiner vers le public. Pendant ce temps, Matti décroche ses skis, s'approche du télésiège. L'opérateur lui en passe rapidement un et il décolle dans un choc balancé d'avant en arrière. Après le premier saut, Nikkinen mène avec 8 points d'avance sur Malec et le Yougoslave Miran Tepes, qui fait un saut magnifique avec télémarque parfait, se place 3e. Cette deuxième place de Malec surprend tout le monde. Il est jeune, il n'a encore rien prouvé à part un style peu orthodoxe en vol. Deuxième manche. Ploch saute. Il fait un mauvais décollage, il bouge, déséquilibré, mais se rétablit très vite. Il plane longtemps et finit par faire un excellent saut porté. Il prend la tête. Tepes suit. Homme très grand, il a une position rigide, effectue à nouveau un télémarque parfait, mais il ne dépasse pas Ploch. C'est à Malec. Une fois encore, il adopte un drôle de style. Un saut avec les skis non pas parallèles, mais en V. Ça lui réussit, il fait un super saut. Ploch accueille son compatriote en le serrant dans ses bras. Malec est deuxième. C'est au tour de Nikkinen. Même s'il domine, c'est dur pour lui mentalement, car il ne doit pas viser et dépasser quelqu'un, mais juste garder le résultat de la première manche. Il prend un élan incroyable, s'envole, fait un atterrissage sans télémarque, mais réussit un très bon saut. Il lève les bras, sûr d'avoir gagné le petit tremplin. Plusieurs viennent l'accueillir et le féliciter, tel Pavel Ploch qui lui serre la main. Nikkinen a gagné la médaille d'or avec 17 points d'avance sur le deuxième. Il écrase tous ses concurrents. Les mauvaises langues disent qu'il est dopé. La cérémonie sur le tremplin est d'ailleurs annulée à cause du contrôle antidopage. Ploch et Malec attendent en vain sur le podium. Le grand tremplin est agendé 6 jours plus tard. Mais des vents forts rendent la compétition trop dangereuse. Elle est repoussée. On attend que la météo s'améliore. Quelques jours après, les vents sont encore trop forts. C'est à nouveau repoussé au lendemain. Ces contretemps rendent tout le monde nerveux. Il ne faut pas se déconcentrer. Matti s'était préparé à ça, à garder une attitude mentale en lien avec sa condition physique. Il patiente au centre-ville, répond aux questions de ses admirateurs. Il était convenu que Matti fasse le voyage avec ses coéquipiers sans sa femme et son bébé.
Mais après une semaine, il s'ennuie d'eux. Le tabloïd Seoura offre de payer le voyage à Tiina. Elle le rejoint. Il est d'autant plus motivé. Si Matti gagne, il va entrer dans les records. Il sera le second dans l'histoire des JO à gagner 2 fois la même compétition de saut à ski 2 années différentes. Et le premier à réaliser un doublé olympique. Finalement, le lendemain, soit 10 jours après le petit tremplin, les vents sont acceptables et la compétition a lieu. Son premier saut est prodigieux, un vol interminable. Lorsque ses skis touchent le plat, le claquement est si fort que c'est comme une onde de choc dans les micros posés au bord de la piste. Par son élégance, il a transformé un lourd atterrissage en routine, mais 23% de son saut était au-delà du point critique, la plus grande proportion jamais atteinte à l'ère des skis parallèles, un style qu'on ne verra plus jamais au JO. Avant la compétition sur le grand tremplin, j'ai fumé 2 cigarettes. Je me disais, putain, je tire des Marlboro maintenant. J'ai bu 2 verres d'eau, mangé 2 chewing-gums et je me suis dit, ça arrive maintenant ou jamais. Il a sauté 118,50 mètres. Après la première manche, il a déjà une telle avance, 8,1 points sur ses concurrents, 4 mètres de plus que tout le monde, que seule une catastrophe pourrait l'empêcher de gagner. Il a l'élan, il a la classe, il saute loin, il est efficace. Deuxième manche. Le géant yougoslave Matjaž Debelak atterrit à 108 mètres, un très bon saut qui sera le plus long de ce round. On a baissé la barre d'1 mètre. Or, 1 mètre de moins au départ, ça représente 8 à 9 mètres de moins à la longueur de saut. L'ouest allemand Thomas Klauser se rate un peu à l'atterrissage, il est deuxième. Mais c'est très serré. C'est au tour d'Erik Jonsson. Le jeune Norvégien, étudiant aux longs bras et aux longs cheveux, a réalisé le coup d'éclat de la première manche en se glissant deuxième derrière Nikkanen avec un saut parfait. Il fait un très bel atterrissage télémarque, un très bon style de saut, mais atterrit seulement à 102 mètres. Il n'est pas satisfait et malgré tout il passe premier devant Debelak. Il a le visage fermé et farouche, puis un léger sourire et un tout petit poing levé. Nikkanen saute en dernier. Il bouge beaucoup le bras gauche pour rééquilibrer. Il fait un saut absolument stylé, long, beau, avec un atterrissage télémarque impeccable, malgré un ski qui glisse et godille un peu, 107 mètres. Il relève ses lunettes, sourit, décroche ses fixations, reste quelques secondes accroupi pour réaliser. Il a fait un doublé olympique. Il marche seul un moment. Tout le monde ne peut que constater la supériorité de Matti Nikkanen. Il l'emporte de 16,1 points sur le deuxième, le Norvégien Erik Jonsson, qui vient lui serrer la main. Il écrase tous ses concurrents. Son avance sur le deuxième est plus importante que l'avance du deuxième sur le dixième. Cette fois, la cérémonie sur le podium a lieu. Matti est ému par l'hymne finlandais. Il est très sérieux, concentré, puis lève les bras et les fleurs.
Le jour suivant, c'est la compétition par équipe. C'est la première fois que cet événement a lieu aux Jeux Olympiques. On désigne le vainqueur en calculant les points combinés des 3 meilleurs sauteurs de chaque équipe. Sur 2 manches, il y a 11 pays en compétition. Mati se réjouit de retrouver ses camarades. Tout le monde sait ce qu'il a en tête, mais il ne le dit pas. Le Tchécoslovaquie, favorite, vise la victoire et les Yougoslaves affichent aussi un adversaire redoutable. Ces 2 pays ont placé 3 des joueurs de leurs 10 premiers à l'une de l'autre des compétitions quelques jours plus tôt. Le Tchécoslovaque au petit, les Yougoslaves au gros trop-plein. Chez les Finlandais, Pukonen était 7e au petit et 11e au grand. Nicolas 15e et 16e respectivement. Dans les équipes finlandaises sont alignés Nikkanen, Nicolas et Ylipuli, Pukonen. Nikkanen, bien que leader, saute en premier. C'est une idée de Matti Puli qui l'ouvre comme un éclaireur pour galvaniser ses coéquipiers. Matti est quasi à l'horizontale sur ses skis volants, fait volter son désert dans l'eau. Il fait de loin le meilleur saut, 115,50 m. Électrisé, Nicolas réussit le deuxième meilleur saut de la première manche à égalité avec le Yougoslave Debelak, 110,50 m. Et ce dernier s'accroche. À la deuxième manche, les Norvégiens dépassent les Tchèques, mais les Yougoslaves sont encore plus redoutables qu'à la première manche. Ulaga, Debelak, Zupan font tous 3 des sauts excellents. Mais Nicolas confirme sa magnifique première manche et si Pukonen fait 2 sauts tout à fait corrects, c'est grâce à l'écart creusé par Nikkanen qui met 5 points à tout le monde que la Finlande l'emporte. Matti peut ceindre une 3e médaille d'or, il est porté en triomphe par ses coéquipiers. Sa légende est désormais inscrite. Il est désormais considéré comme le meilleur sauteur à ski de tous les temps, un champion total. Seuls les anges valent mieux que Nikkanen, dit Matti Puli. Il a gagné tout ce qu'un sauteur à ski peut sauter. De retour de Calgary, il est fêté en héros national. Matti rentre au pays de nuit, son bébé dans les bras, Tina à ses côtés. Les gens l'accueillent par une haie d'honneur de ski. Il est désormais la star de tout le pays, au niveau du légendaire coureur Paavo Nurmi. Mais des choses changent après Calgary. On se met à parler de Nikkanen comme d'un sauteur invincible. Il y a un délire des fans. On dit qu'il est sur une autre planète que ses adversaires, avec d'autres règles. Et Matti a tendance à penser qu'il est aussi très bon dans le reste, puisqu'il est si fort en ski. Mais ça ne marche pas comme ça. Sa personnalité timide et réservée a changé. Il est devenu plus prompt à s'emporter, plus dur. Les sponsors et demandes publiques pleuvent de partout. Matti ne sait pas encore que cela lui amènera des difficultés. Il ne sait pas attendre. La ville de Jyväskylä lui offre par exemple un emploi de représentant public. C'est de l'argent facile, il y a peu de jobs, il faut juste parfois parler de la ville d'où il vient. Mais après quelques mois, Matti se lasse et laisse se tarir cette source à vie. Or, il ne retrouvera plus jamais son niveau de ski. Les blessures, conséquences de ces années d'entraînement intensif, se font de plus en plus criantes et sa motivation est à la baisse. Il a déjà dû être opéré à de multiples reprises du genou, il a souffert de douleurs toute sa carrière, et s'il n'a pas pris de drogue, il a pris beaucoup d'antidouleurs. Il souffre en fait d'une accumulation de blessures. Il s'est tellement entraîné depuis l'enfance qu'il a fait approximativement 2 fois plus de sauts que les autres sauteurs, par enthousiasme. Quant à Tina, elle en a assez que toute la vie de Matti ne tourne qu'autour du saut à ski, ne soit rythmée que par les contraintes du saut à ski. Nikkanen ne se montre pas conciliant. Il s'irrite qu'elle ne lui soit pas plus reconnaissante de tout ce qu'il peut lui offrir de confort matériel grâce au saut à ski. Il y a des cris, des mots dits trop hauts et trop durs. Peu de détails filtrent, mais Nikkanen se comporte avec jalousie et violence envers Tina. Le couple divorce, Matti perd tout. Sa femme, le contact avec son fils, sa maison. Fin 1988, sa forme commence à baisser. C'est le début de la fin pour Nikkanen. Il est 9e au classement général de la Coupe du Monde en 1989.
19e en 1990. Et puis il abandonne la compétition. La place est libre pour de nouveaux vainqueurs. Nikkinen, lui, doit construire une vie normale après avoir été au sommet. C'est difficile et il a peur. C'est un gars qui ne sait pas être tout seul. Il enchaîne alors avec sa vie de rockstar et de poivreau médiatique doublement divorcé. Préparé en amont comme une surprise, et d'ailleurs intitulé ainsi, Ullatusten Ue signifie la nuit des surprises. Un disque de Matti Nikkinen apparaît dans les bacs de toute la Finlande en 1992. Sur la pochette du CD, on le voit en costume blanc, élégance classique de chanteur de charme, mais le lettrage de feu se veut rock. L'idée de faire chanter l'ancien champion a germé soudainement chez un producteur. Est-ce que tu sais chanter ? Je ne sais pas, j'ai jamais essayé. Matti a travaillé en secret avec le compositeur Jussi Niemi, musicien expérimenté. Les sessions de studio se sont enchaînées en un temps très court. Il a fallu commencer non pas au sommet du tremplin, mais au ras du sol, perdu en Laponie dans une cabane au bord d'un lac. Pour la présentation aux médias, au gymnase de Töölö à Helsinki, un bâtiment emblématique de la capitale pour les sports et les spectacles, la salle est comble comme jamais. Un disque de l'aigle des tremplins. Le disque s'ouvre sur Topless, un morceau disco dance, reprise d'un groupe obscur. La voix de Matti est plate et brouillonne. Heureusement, il y a le chorus. Matti Anon reprend parfois seulement la fin du couplet. De fait, le morceau tiendrait aussi sans lui. Suit un morceau rock'n'roll et presque punk, Sama Nauha, énergique. La voix est toujours plate mais ça colle mieux, grâce au chorus encore une fois. Lui ne chante pas très en avant,
plutôt à l'intérieur de la bouche, du palais, de la gorge. Un morceau de structure très classique, avec solo de guitare, mais qui se laisse écouter, entraînant. Le troisième morceau, Vétuli, a quant à lui un beat rap bondissant. Matti rap, et pas toujours en rythme, il se laisse rattraper par le tempo, mais parfois ça tient, sa voix plate passe mieux sans chanter. Trois morceaux, tous plus mauvais les uns que les autres, entre rock, disco et pop, avec toujours ce petit filet de voix, sans nuance et plat, entre rock, disco, pop, malgré les chorus. Puis, Pidavaras, le slow du disque, comme c'était encore la coutume, plus pour longtemps. Là, plus possible de se cacher, malgré les tremblotements de voix, malgré les chœurs. Matti doit chanter. Il chante faux. C'est catastrophique. Entre tremblotement de voix et fausses notes, la seule chose qui sauve le morceau, c'est la pitié devant Matti, la sincérité, comme un enfant qui chanterait devant le sapin de Noël. C'est là qu'il est le plus à nu. Le 8e morceau est un groove de remplissage, presque une musique de film porno ou de striptease, peut-être prémonitoire. Les paroles de plusieurs chansons sont d'ailleurs volontiers graveleuses et à double sens. Matti, j'ai élagué. Si j'avais tout laissé, ça aurait été encore plus grivois. Finalement, le disque se clôt avec Vain Makimies Voitietasen, une pop song plus sincère,
La plus longue aussi, avec un chorus efficace, une sorte de chanson d'au revoir, celle qui parle le plus directement de saut à ski. Tout est surarrangé, surproduit. Tous les morceaux sont courts. Il y a seulement 9 chansons. Et sur chacune, la part où on entend sa voix est en fait très faible. Les paroles sont écrites par d'autres, même celles qui parlent de saut à ski. Le disque va malgré tout s'écouler à 25 000 exemplaires, ce qui en fait un disque d'or, et Matti enchaînait les concerts à un rythme frénétique. Arpentant les 4 coins de la Finlande en voiture rapide, malgré les limitations de vitesse drastiques dans le pays, ou en hélicoptère quand c'est nécessaire, Matti monte sur scène. Et pour vaincre son trac, il boit. Les Finlandais répondent présents, tout le monde veut le voir. Il ne peut plus s'arrêter à une station-service sans qu'une foule s'agglutine autour de lui. Les Finlandais répondent présents, tout le monde ne peut le voir, tout le monde. Il est épuisé, il ne peut plus s'arrêter à une station, une foule s'agglutine autour de lui, tout le monde veut le voir. Il est épuisé, il fait parfois 2 gigs le même soir, il doit aussi annuler des concerts parce qu'il a trop bu. Tous les spectateurs ne viennent pas pour la musique. On vient voir le phénomène Matti. Matti est revenu dans le show. Matti a retrouvé les projos. On vient voir le phénomène Matti. Matti est revenu dans le show. Il s'y croit, se vexe qu'en partageant un festival avec le groupe Leija Ruusua, ces derniers, en le croisant dans les loges, lui jettent « Casse-toi, on n'a pas besoin d'un sauteur à ski ici ». Lui ne veut plus échouer, mais beaucoup rient de lui, le trouvent pathétique. Et quand certains de ses anciens camarades de saut à ski, notamment l'Autrichien Dieter Thomas, que Nikkanen avait adoubé comme son successeur, entendent ces morceaux de dilettante, ils détournent la tête en disant « Non, c'est pas possible ». Mais l'argent coule et Matti a trouvé un nouveau gagne-pain. Comme il est généreux et claque volontiers, il est entouré de nombreux amis intéressés, notamment son manager, Kalle, un homme à tout faire, claviériste, sportif, collectionneur de motos, fêtard. Pendant quelques années, Matti devient une sorte de mascotte finlandaise. Son disque se vend bien, ses concerts sont parfois calamiteux et on se moque souvent de lui. Mais ce n'est pas grave, il vit comme une rockstar et croit qu'il est cool. Il est un fou sympathique, un guignol. Certes, il a de plus en plus de problèmes d'alcool et quand il a bu, fait beaucoup de conneries, se montre parfois violent. Nikkanen sabote sa réputation, ses relations. Mais là encore, ce n'est pas grave et cela n'entame pas son crédit. Il y a une tolérance finlandaise envers les ivrognes et aussi une affection finlandaise pour les trublions qu'on retrouve moins dans les pays de la Scandinavie. Matti Nikkanen enchaîne les relations, les bagarres, les déclarations, fait souvent la une des journaux People ou à Sensation. Il promeut des produits mais dépense tout ce qu'il gagne et vit sur le capital de sa légende. Il suit encore le saut à ski, mais pas en officiel, plutôt à la télévision. Il voit émerger la nouvelle garde finlandaise et notamment Janne Ahonen, le seul qui pourra rivaliser avec son palmarès. 1992, Ahonen, encore adolescent, fait une chute à l'entraînement.
L'un des témoins visuels est Matti Nykänen. En homme à la mode, il a déjà un téléphone portable à cette époque. Il peut donc rapidement appeler une ambulance. Ahonen était allé voir le comeback raté de son héros début 1990, mais il avait été déçu. Matti n'est pas sérieux, il boit beaucoup trop, il fume. Cela entame la légende, et Ahonen se détache de son exemple. Il sera à l'opposé de Nykänen. Pas de scandale, fait attention à l'alcool, famille heureuse, carrière intelligente, un Finlandais modèle de première classe. Pourtant, Ahonen ne trashera jamais Nykänen et au contraire en dira du bien dès qu'il en aura l'occasion. Matti, lui, s'ennuie. Il a mis la musique entre parenthèses, mais ne sait pas trop quoi faire. Sa reconversion post-sportive est difficile. L'association de ski le lâche, il doit se débrouiller seul. Et ceux qui veulent l'aider jettent rapidement l'éponge à cause de son caractère irascible. Il est perdu, car il n'a pas l'habitude ne serait-ce que de réserver un hôtel lui-même. Il ne connaît pas les règles, il n'a jamais vraiment pensé à sa vie à part le ski. À un journaliste qui lui demande pourquoi il ne veut pas devenir entraîneur de saut à ski, il répond « Pourquoi tu ne le deviens pas toi-même » Il a gagné passablement d'argent avec la musique, mais l'argent entre et sort. Son train de vie et les rapaces qui l'entourent vident ses fonds. Nykänen est plusieurs fois ruiné. Pendant ce temps, à Jyväskylä, le tremplin de Laaja Vuori, celui de ses premiers exploits, est à l'abandon. Le bois est usé par les intempéries, le métal rouille, il y a des graffitis partout et les escaliers se déglinguent. Le lieu devient un repère de junkies et de vandales. Sa licence a expiré en 1999. Matti, lui, est devenu bouffi. Il a pris du bide et des bajoux. Son nez a grossi. Il a le teint rougeau. Il s'enlaidit. Ariel Garcia. Fred à la technique. Merci. Merci, déjà, vous trois, pour commencer. Alors, ce qu'on n'a pas précisé au début, mais que certains d'entre vous savent peut-être, c'est que donc la lecture avec musique et projection que Sophie Coiffier a réalisée part d'un livre qui s'appelle L'exercice du skieur et qui est sorti le 25 janvier, c'est ça ? Voilà, donc tout frais.
Le mauvais génie, une vie de Matti Nykänen, Exact. de Alain, qui est sorti en 2020, tu me corriges si je me trompe, et qui a reçu un prix, qui est le prix... Le Grand Prix Sport et Littérature 2020. Voilà. Et l'association qui remet ce prix est un des partenaires de Lecture par Nature cette année. Elle s'appelle l'Association des écrivains sportifs. Alors, pour laisser nos camarades suisses reprendre leur souffle, la première question va être pour Sophie. Je voulais savoir quelle était l'impulsion pour écrire ce livre. Est-ce que c'était le souvenir d'enfance de la classe de neige, qui a l'air d'avoir été relativement traumatisant, ou la thématique globale dans laquelle ce souvenir était inséré ? En fait, en général, ça part de plusieurs images qui se tressent les unes avec les autres. Donc, il y avait effectivement la question de la classe de neige, mais surtout, ce qui m'intéressait, c'est de parler du fait que le monde est déjà inscrit dans nos livres d'école, et notamment de façon, en fait, pas si évidente que ça, mais dans les exercices de physique et moi aussi dans mon manuel scolaire de français, on avait énormément d'exemples liés aux loisirs et au sport. Et en fait, la société des loisirs était déjà totalement inscrite dans les livres scolaires. Et en fait, quand on regarde l'évolution des exercices scolaires, on s'aperçoit qu'effectivement, évidemment, ils suivent les évolutions de la société. Donc, par exemple, aujourd'hui, vous aurez davantage d'exercices en physique liés, par exemple, aux fusées de la NASA ou ce genre de choses. Alors Alain, tu as évoqué ta relation avec la Finlande. Tu peux peut-être en parler un petit peu plus, parce que contrairement à sûrement beaucoup de gens dans la salle, tu as visité un peu plus les pays du nord de l'Europe. Et ça apparaît à certains endroits du livre, mais qui ne sont pas évoqués dans ce qu'on a entendu notamment. Non, effectivement, j'ai passé une année en Finlande à l'âge de 18 ans en tant qu'étudiant d'échange, et à cette occasion, j'ai appris le finnois. C'est pas par hasard, je suis allé là-bas parce que cette langue m'intéressait beaucoup. Et en fait, après, j'y suis retourné à plusieurs reprises. J'ai noué des liens avec des gens là-bas, des amitiés, jusqu'à faire une résidence d'écriture en 2018. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais il faut que j'écrive quelque chose sur ce pays, en lien avec ce pays. Mais je ne savais pas du tout dans quelle direction le faire. Et tout à coup m'est revenu en mémoire ce héros du saut à ski de mon enfance, Matti Nykänen, qui effectivement était l'ambassadeur de la Finlande pour moi, petit gamin. Et j'ai suivi un peu son parcours chaotique. Justement, j'aurais voulu que tu nous parles un peu de la dimension d'enquête qu'il y a dans le livre, parce qu'une des particularités, en fait, à mon sens, quand j'ai lu ton livre, c'est notamment la façon dont tu apparais dans ce livre, qui est un livre d'enquête. Et souvent, quand on a un livre qui a une dimension d'enquête objectiviste, le narrateur est en retrait ou absent, et là, tu apparais vraiment comme presque un personnage du livre à un certain moment. Oui, c'était pas prémédité, c'est au cours de l'écriture que tout à coup ça s'est imposé. J'avais pas envie de faire une biographie de Matti Nykänen, plutôt un portrait. Mais j'ai réalisé qu'en faisant le portrait de ce sauteur à ski, je faisais aussi mon portrait en creux et de ma relation non seulement à lui, mais à ce pays qui est la Finlande. Et tout ça s'est retrouvé mis en perspective, ou plutôt en écho plus ou moins gigogne parfois aussi d'ailleurs. Et toi, Sophie, le travail préalable à l'exercice du skieur au niveau de la recherche, comment il s'est passé ? Alors j'ai fait une recherche sur ma ville nouvelle d'Évry, qui est évoquée dans le livre, car ce qui m'intéressait aussi, c'est de travailler sur les utopies. D'une part, en fait, il y a plusieurs niveaux dans le livre. La langue est également assez importante, dans la mesure où ce qui m'intéressait, je vous ai lu le tout début, c'est la première page du livre, c'est aussi la question de la trace qu'on laisse.
et aussi en rapport avec évidemment le réchauffement climatique, et symboliquement la trace de l'écriture et du skieur dans la neige. Donc tout ça est un peu entremêlé dans le livre. Et donc pour répondre à ta question, j'ai plusieurs dimensions, enfin de niveau de recherche. Il y a aussi, on a ça en commun avec Alain, des références à des films. Il y a donc, comme je disais, la documentation sur ma ville nouvelle. Et puis après, c'est un peu éclectique, comme on a pu le voir dans le diaporama. Après, il y a des opérations de montage, notamment. Ouais. Alors, ce qu'on a entendu, c'est des passages de la première partie du livre, puisque c'est un livre en 2 parties. On n'a pas entendu de choses dans la deuxième. Et j'aimerais bien que tu évoques justement la deuxième partie du livre, ce qui va obliger tous les gens dans la salle à acheter le livre pour découvrir la deuxième partie, et notamment du ou des personnages de Rebecca et Laura. Alors, dans la deuxième partie du livre, en fait, il y a une dystopie. C'est un tournage cinématographique qui se passe en montagne en 2042 et qui se passe pas très très bien. Voilà. Bon, c'est un peu drôle quand même, je vous rassure. Et en fait, effectivement, j'ai fait de façon, j'ai envie de dire très basique, un passage de relais entre le personnage féminin de la première partie qui écrit son manuscrit à la montagne et le personnage féminin de Rebecca, qui est une des comédiennes du tournage du film dans la deuxième partie, qui découvre le manuscrit et qui, effectivement, elle-même trouve que ce tournage en montagne qui reprend des codes des années 90 alors qu'il n'y a plus trop de neige et que... je travaille en réalité plus sur les représentations que sur le réel. Et en fait, ça m'intéressait d'imaginer ce qui se passerait en 2042, ce qui se passera en 2042 si on ne change pas nos représentations. Alors Alain, quelque chose qui est dans le livre et qu'on n'a pas entendu ce soir, c'est notamment une chose qui est comme une ponctuation dans le livre, qui sont des extraits du, j'espère que j'ai bien prononcé, Kalevala. Oui, Kalevala, oui. Pardon. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et pourquoi intégrer ça dans le livre ? Oui, alors le Kalevala, c'est l'épopée nationale finnoise. C'est un texte qui a été collecté au XIXe siècle par Elias Lönnrot auprès de bardes et de bardesses qui chantaient ces récits et ces chants depuis de nombreux siècles et qui se les transmettaient comme ça par oral, particulièrement dans l'est de la Finlande, en Carélie. Et il faut savoir que la Finlande, c'est donc une jeune nation qui est indépendante en 1917. Et elle s'est forgée sur cette langue finnoise, mais ça ne s'est pas fait tout seul, parce que pendant longtemps, c'est une langue qui ne s'écrivait pas, qui était que orale. Et c'est pour ça que le Kalevala a pris cette grande importance pour le pays. Donc c'est un très beau texte, par ailleurs, il y a des traductions françaises merveilleuses. Mais par rapport à la Finlande, c'est un texte fondateur. Et moi, j'ai relu ce Kalevala lors de cette résidence d'écriture en Finlande. Et j'ai vu certains extraits, certains vers qui pouvaient se mettre en écho avec le parcours de Matti Nykänen. Et moi, j'aime beaucoup travailler avec des coupes, des citations, du travail d'écriture avec des matériaux préexistants également que j'intègre dans mes textes. Et là, ça m'intéressait justement de faire ce jeu de répons thématiques, mais aussi finalement presque... comme ça, presque d'une certaine musicalité, parce que tout à coup ça s'y prêtait et ça remettait un peu de jeu dans l'ensemble. Voilà. C'est un portrait avec des échos qui ne sont pas uniquement les miens, qui viennent de plus loin. Ça renforce le côté tragique de son destin aussi. Oui, alors il a un destin tragicomique, mais ça renforce son destin tragique. Il faut savoir que Kalevala, évidemment, c'est une épopée, donc il y a des moments tragiques, mais il y a aussi des moments humoristiques, il y a des moments, il y a toutes sortes de tonalités.
Alors Ariel, je voulais savoir si Matti Nykänen, c'était pour toi aussi un souvenir d'enfance ou tu l'as découvert par le biais d'Alain Non, alors je l'ai plutôt découvert par le biais d'Alain, je crois. Ou alors peut-être que je l'avais vu à la télévision naguère, mais je m'en étais pas souvenu. Tu n'avais pas Au découpé moment où d'images Comment? Tu n'avais pas découpé d'images dans un cahier Pas du comme tout. certains. Non, j'étais pas très album Panini, personnellement. Mais, mais par contre, j'avais vu le film que tu cites dans ton texte, la grande extase du sauteur à ski ou du graveur sur bois, enfin il était les deux, Steiner. Ouais. Et ça m'avait assez marqué. Donc quand Alain m'a proposé de travailler dessus, notamment aussi au niveau de la musique, quand j'avais été assez ébloui par ce film, parce qu'effectivement la musique est incroyable, c'est un disque de Popol Vuh, donc c'est un groupe de krautrock, et puis effectivement elle est très très psychédélique et tripante, enfin elle a vraiment un truc, quelque chose de l'ordre de la lévitation, puis je me suis dit qu'effectivement avec ces figures du sauteur à ski, j'avais envie, quand il m'a proposé de faire ça, je me suis dit, ah ben oui, avec cette machine-là, c'est quelque chose que je peux essayer de faire. Alors justement, comment on aborde une collaboration avec un écrivain quand on a cette proposition, allons sur scène ensemble, je ne vais pas chanter, je vais lire du texte, qu'est-ce que tu... Alors, quand il m'a proposé ça, je me suis dit, vu que j'ai passé 6 années de ma vie à amasser des trucs comme ça, à perdre mon temps, je me suis dit, déjà, je vais peut-être essayer de promener cette chose, ce qui est une très mauvaise idée parce que c'est assez désagréable à transporter. Et de plus en plus, comme c'est quelque chose qui prend toujours de plus en plus d'expansion, on accumule des modules. Enfin, il y a aussi quelque chose assez lié à amasser des biens. C'est un truc un peu... non, enfin, quelle était la question déjà? Comment tu as abordé la collaboration avec... on a Alain. un peu discuté, on a échangé, il m'a envoyé le disque de Matti aussi, parce qu'on s'est dit ça peut être une source. Et effectivement, assez vite, la question se pose de comment est-ce qu'on peut faire de la musique par rapport à un texte. C'est assez compliqué. Du coup, il faut essayer de pas non plus trop être illustratif. Et en même temps, essayer de trouver des choses qui résonnent avec le texte ou avec le thème, la thématique. Et du coup, assez vite, je me suis dit, je vais essayer d'essayer de prendre comme motif formel et la descente et la montée et le saut et le fait que ce soit un peu planant. Et après, évidemment, avec ce genre de machine, on laisse. Le but, c'est aussi d'interagir un peu avec elle et puis qu'elle prenne des décisions et puis de voir si on arrive. C'est aussi assez sportif en fait, parce qu'elle peut gagner et moi perdre. Nous pouvons gagner ensemble. Mais on a pas mal discuté avec Alain, puis on a essayé des choses et puis et oui. Du coup, j'ai essayé de trouver plusieurs manières d'évoquer ces motifs de l'ascension, de la descente, de l'envol. C'est votre première collaboration sur ce texte-là? Ouais. Et en fait, nous étions colocataires il y a bientôt 30 ans. Et du coup, je m'étais quand même fait embarquer dans ses histoires finlandaises, vu qu'il m'avait invité à partir en vacances avec lui quand nous avions 20 ans, je crois, ou 21. Donc oui, je me suis imprégné. J'ai appris à dire des jurons en finlandais, qui sont pas mal d'ailleurs, les jurons finlandais. Mais tu parles pas trop de jurons dans ce livre-là, alors que dans le suivant, il me semble que tu en parles. On l'évoquera tout à l'heure. C'était votre première lecture-concert en France de ce texte, si je ne me trompe, non? Oui, on l'a joué quelques fois en Suisse, mais c'était la première fois en France, effectivement. Oui. Alors, avant de vous laisser la parole, si vous avez des questions, deux choses. Peut-être, Alain évoquait un livre qui vient de sortir encore plus proche de nous que la sortie de celui de Sophie, donc Arpenter, qui est tellement récent qu'il n'y en a même pas sur la table de la librairie. Là. La libraire m'a dit que vous pourriez le commander chez elle. Voilà, peut-être que tu peux nous en toucher deux mots, parce que malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le lire, mais ma voisine est déjà fan, qui elle l'a lu. Oui, alors Arpenter, c'est un livre qui part sur mes terrains, mes paysages d'enfance, en fait. C'est retrouver par l'écriture les
les chemins, les sentiers, les fermes, les bois, les maisons, les personnages de la campagne où j'ai grandi, mais non pas sous la forme d'un récit de souvenirs, plutôt sur quelque chose qui est des cercles concentriques, à essayer de retrouver les sensations, les impressions, les perceptions. De quelle manière, en fait, l'espace de l'enfance se structure au petit âge. En fait, c'est entre 3 et 7 ans. Et en retrouvant ce paysage par l'écriture, je retrouve aussi un certain nombre de sensations, de tactiles, olfactives, d'émotions, et puis de perception de l'espace, de rapport aux autres. Et ce livre essaie de raconter ça et de retrouver ça par l'écriture dans un mouvement qui en fait fait revenir tout ça au présent. C'est pas un livre tourné vers le passé, c'est vraiment essayer de retrouver le présent de la sensation au plus fin.